Et donc, à ceux qui ont poser des questions, n'hésitez pas non plus donc, à aller voir le site, si j'ai bien compris, où il y a les drafts, enfin les projets, Oui. et où donc les gens peuvent donner des retours. Et voilà. Très bien. Alors, merci beaucoup, Juliette. Donc, je propose qu'on passe sans attendre à Caroline. Et quitte à ce qu'à la fin, si on a un peu de temps, on puisse peut-être revenir enfin, que les participants puissent vous reposer une ou deux questions. Voilà. Donc, un immense merci pour cette présentation qui est un excellent, une excellente présentation sur le GRI. Et donc je passe la parole sans plus attendre à Caroline qui va nous présenter donc la démarche de reporting de l'entreprise LIDEC qui est une filiale, je crois, on peut le dire, de son lycée public de Suez, donc au Maroc. Voilà. Donc sans plus tarder, Caroline, je vous passe la parole et je vais fermer mon micro. Merci beaucoup, Juliette, et merci Caroline, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci déjà de me faire l'honneur de m'accueillir aujourd'hui dans ce webinaire. Je ne sais pas si ma présentation sera plus intéressante que celle de Juliette, la barre est haute, mais en tout cas, je vais essayer de vous donner effectivement peut-être plus l'aspect pratique, la vision d'une entreprise qui complétera très bien le propos de Juliette, que j'ai trouvé d'ailleurs très intéressant, parce que même si on est dans le bain de la série, on a toujours des choses à apprendre. Je trouvais que c'était très clair et ça permettait de recadrer notamment un petit peu la démarche qui était au cœur de cette démarche de reporting. Donc avant effectivement de commencer, peut-être juste vous présenter un tout petit peu la démarche RSE de l'IDEC et qui est l'IDEC. Donc comme le disaient Joël et Charlotte, l'IDEC c'est un opérateur économique structurant sur le territoire du Grand Casablanca. Nous sommes chargés de la gestion déléguée des services d'accès à l'eau potable, l'assainissement, l'électricité et l'éclairage public du Grand Casablanca donc depuis 1997. C'est une filiale à 51% du groupe Suez avec deux autres actionnaires de référence marocains, le groupe CDG, donc la Caisse de dépôt et de gestion marocaine, et un assureur avec le groupe RMA Watani. Donc évidemment, je pense que vous avez une petite idée de ce que représente le Grand Casablanca, principale région économique du Maroc, une urbanisation croissante avec entre 300 et 600 hectares par an d'extension du territoire du Grand Casablanca, sachant que ces dernières années, on était plutôt sur du 600 hectares. Donc une métropole galopante avec une démographie également croissante et bien sûr on va dire des écarts aussi de richesse en termes d'habitants qui sont assez importants puisque la ville du Grand Casablanca concentre 50% de la problématique nationale des bidonvilles au Maroc et par ailleurs elle est en même temps en train de se positionner comme un hub financier pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, donc effectivement des niveaux de développement très différents au sein d'un même territoire quand on est chargé de l'accès aux services essentiels sur ce territoire-là. Bien évidemment, la démarche sociétale s'impose elle-même au-delà de l'expertise technique et managériale qu'on peut avoir. Donc le développement durable à l'IDEC, c'est pour ça que dans notre jargon d'entreprise, on dit que naturellement l'enjeu RSE s'inscrit en fait des activités. Vous l'avez bien compris par rapport à ce que je viens de dire sur le territoire et nos métiers. Et donc du coup, on a commencé le contrat de gestion délégué a commencé en 1997. Les activités ont démarré effectivement en 1999 à peu près. Donc dès 2001, dans les premiers rapports annuels de l'IDEC, et notamment les rapports à l'autorité délégante, c'est-à-dire la ville de Casablanca, le thème de développement durable apparaissait déjà avec la première définition d'un référentiel développement durable au sein de l'IDEC en 2007, suite notamment à une forte demande aussi des cadres exprimée lors de l'élaboration de la nouvelle vision d'entreprise, qui a abouti à un premier plan d'action développement durable de l'IDEC en 2009, adopté en 2010.
Et puis en 2012, en fait, on a un nouveau projet d'entreprise à l'horizon 2020 qui était en cours de création, qui a reposé sur une écoute à 360 degrés de l'ensemble de ces parties prenantes, ce qui correspondait en même temps, on va dire, à l'étape intermédiaire du délégué, à la révision du contrat. Et donc, cette écoute de l'ensemble des parties prenantes, elle a abouti à l'élaboration d'une vision d'entreprise qu'on appelle chez nous Synergie 2020, qui est articulée autour de 6 enjeux prioritaires d'entreprise. Et donc, pour la première fois, l'enjeu RSE a été et émergé en fait au sein de ces enjeux plus opérationnels, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un enjeu RSE qui est pleinement intégré au sein de la stratégie d'entreprise et sur la base duquel a été constitué un nouveau plan d'action développement durable, donc mis à jour, qui aujourd'hui s'articule autour de 4 engagements et 20 objectifs et qu'on appelle donc le PADD 2020, plan d'action développement durable 2020. Cette structuration de la démarche RSE, elle a été lancée en janvier 2015 avec le lancement des activités de la Fondation LIDEC qui a été effectivement créée donc en fin 2014 également. Donc aujourd'hui, on va dire une démarche qui a atteint une certaine maturité et effectivement, du coup, logiquement, vous le voyez sur ce graphique d'évolution de notre démarche de RSE. Après que ces deux projets, cette structuration, donc soit en termes de plan d'action, soit en termes d'engagement sociétal, ait été effectuée, la prochaine étape qui nous paraissait logique, on va dire, c'était l'intégration justement du dialogue avec les parties prenantes, sachant que ça fait l'objet d'un des engagements de notre plan d'action développement durable. Et qui dit dialogue avec les parties prenantes dit transparence de l'information. Et donc, très, très logiquement, on a souhaité publier un premier rapport développement durable de l'IDEC, qu'on appelle d'ailleurs rapport de contribution sociale, environnementale et sociétale, puisqu'on considère qu'étant dans un domaine où on contribue très fortement à la performance économique, sociale et environnementale du Grand Casablanca, on visualise notre politique RSE vraiment comme une politique de contribution à des enjeux sur notre territoire. Donc ce premier rapport, il est prévu pour le mois de septembre 2016, donc très bientôt. Donc nous sommes en plein dans cette démarche de structuration de notre reporting. Le rapport, effectivement, il se positionne comme une étape clé dans la démarche RSE. Donc, je dis bien démarche RSE, c'est-à-dire pas uniquement sur la partie reporting, mais même en termes de structuration en interne dans notre démarche. Et je pense que dans les discussions qu'on a pu avoir aussi avec Juliette lors d'autres conférences, c'était aussi un point important qu'on a souhaité faire ressortir, c'est-à-dire que le reporting ou la conformité avec des référentiels tels que la GRI, bien sûr, c'est un moyen de donner une crédibilité, une lisibilité aux actions RSE en externe. Et c'est aussi en interne le moyen, on va dire, de diviser en fait ce réflexe RSE par le biais justement des processus internes à l'entreprise qui permettent effectivement de se calquer en guillemets sur des référentiels internationaux et donc de structurer davantage la démarche. Et c'est aussi un moyen de contribuer à la performance, on va dire, économique et stratégique de l'entreprise, puisque la mise en conformité permet également de s'inscrire dans un ensemble de démarches de valorisation, de reconnaissance et de labellisation qui permettent également d'améliorer le suivi de la performance de l'entreprise. Donc, par exemple, ça a été le cas à l'IDEC, puisque parallèlement à la préparation de ce premier rapport développement durable, cette démarche aussi de structuration, notamment des indicateurs de suivi en interne de la performance RSE, nous a permis d'enclencher une démarche de demande du label RSE de la CGEM, donc label de la Confédération Générale des Entreprises Marocaines,
qui est le principal label volontaire de reconnaissance d'une démarche RSE et qui nécessite une évaluation assez lourde de l'ensemble des processus RSE et des résultats qui en sont obtenus, puisqu'elle prend environ 6 mois à peu près en termes d'audit. Donc le reporting RSE en soi, dans notre démarche, c'est un enjeu qui est pleinement intégré à la stratégie de l'entreprise et à la stratégie RSE, puisqu'elle fait l'objet même d'un des objectifs du plan d'action développement durable, donc, qui avait été adopté fin 2014, avec donc l'ambition d'ici 2020, donc on sera un petit peu en avance sur l'objectif, justement que notre système puisse s'appuyer sur un reporting annuel qui ait fait l'objet d'un audit de la politique RSE, donc c'est ce qui a été fait notamment dans le cadre de ce label RSE de la CGEM, et sur un système qui soit conforme à l'ISO 26000, ce qui est le cas puisque nous avons aussi développé donc durant l'année 2015-2016 un processus de mise en conformité avec les principes de l'ISO 26000. Le rapport développement durable, il a 3 objectifs pour nous. C'est renforcer la structuration de notre démarche en interne, donc en permettant justement, comme le disait Juliette, de pouvoir voir les synergies qui existent entre notre plan d'action développement durable, les projets stratégiques de l'entreprise, puisque nous on fonctionne par processus de management et par projet stratégique, et donc effectivement qu'il y ait une synergie qui soit croissante entre ces différentes stratégies, et qu'on soit vraiment sur une approche pour le coup intégrée de notre stratégie d'entreprise, sachant que compte tenu de nos métiers, effectivement ça paraît quand même difficile de différencier l'approche, on va dire, opérationnelle ou financière de l'approche extra-financière, compte tenu que nous sommes sur des métiers d'accès aux services essentiels. Ce rapport, bien sûr, il va aussi permettre de valoriser nos actions dans un objectif de crédibilité et de lisibilité auprès de l'ensemble de nos parties prenantes. Et ça, vous le verrez, c'est aussi une volonté qui nous a orientés vers une certaine présentation aussi du rapport. Et puis, c'est aussi un moyen, on va dire, de faire bénéficier nos parties prenantes de notre expertise technique et sociétale, de façon à être identifié comme un opérateur et surtout un partenaire de référence en matière de développement durable sur notre territoire d'ancrage. Et donc là, on est vraiment sur une approche qui vise à renforcer aussi la performance de l'entreprise sur son territoire et avec l'ensemble de ses parties prenantes. Le reporting extra-financier de l'IDEC, donc effectivement, quand on a souhaité préparer ce premier rapport, bien évidemment, on s'est interrogé sur les références qui existaient aujourd'hui en termes de reporting extra-financier à l'international, puisqu'on souhaitait, au-delà bien sûr de préparer un premier rapport, être aussi on va dire dans les meilleures pratiques et de pouvoir se comparer aussi à l'international à d'autres entreprises du même secteur ou même de secteurs différents. Et donc du coup, tout naturellement, on a identifié 2 types de référentiels qui correspondaient à ces besoins, donc la GRI G4 et le reporting intégré, qui est également la démarche qu'a adoptée notre actionnaire de référence, donc le groupe Suez, puisque l'année dernière, ils avaient publié un rapport basé sur la GRI G4 avec une intégration de l'approche intégrée, et cette année, donc, ils ont publié le 16 juin dernier leur premier rapport intégré du groupe Suez. La mise en œuvre de ce rapport, comme l'a dit Juliette tout à l'heure, puisqu'elle repose sur une analyse de la pertinence des enjeux RSE, pour nous, elle a exigé 2 prérequis: la réalisation d'une cartographie des parties prenantes de l'IDEC, notamment selon leurs attentes et la stratégie existante. Bien évidemment, on avait déjà une idée assez précise des parties prenantes avec lesquelles on interagissait, mais c'est vrai que la réalisation de cette cartographie, elle nous a permis de préciser davantage, en fait, notamment les interactions qu'on pouvait avoir, et le degré aussi, c'était assez intéressant, le degré de criticité, en fait, des parties prenantes selon effectivement le degré
l'urgence, le degré de la légitimité et puis la capacité d'influence de ces parties prenantes sur nos activités. Et sur la base de cette cartographie, donc deuxième étape qui est en train d'être finalisée, la réalisation d'une matrice de matérialité. Donc c'est un grand mot pour dire en fait qu'on essaye de visualiser sur donc un axe abscisse et ordonnée les enjeux qui apparaissent les plus prioritaires compte tenu de la stratégie de l'entreprise, mais aussi au regard des attentes des parties prenantes. Et donc c'est là que cette matrice nous permet justement d'identifier donc les enjeux essentiels, comme le disait Juliette, sur lesquels l'entreprise doit communiquer. Donc cette matrice, on pourra peut-être en parler durant les questions, mais bien sûr, on se fait accompagner pour la réalisation de cette matrice, ne serait-ce que pour avoir évidemment aussi un avis d'expert et un avis externe sur la mise en place de cette matrice, que ça ne soit pas uniquement créé par l'entreprise elle-même, sachant qu'on a toujours un biais logique sur les enjeux qui nous paraissent à nous les plus prioritaires. Et donc, il y a un questionnaire d'évaluation qui va être envoyé à l'ensemble de nos parties prenantes, justement pour qu'elles puissent revenir vers nous et qu'on ait leur feedback sur les enjeux qui paraissent les plus prioritaires en termes de RSE. Donc les grandes tendances du reporting développement durable, Juliette en a parlé rapidement. Effectivement, aussi ce qui nous a convaincus aussi d'aller vers la GRI G4, c'est que, comme le disait Juliette, aujourd'hui ça reste quand même le référentiel le plus développé au niveau international en matière de reporting extra-financier, et que du coup en termes de comparabilité ensuite et de benchmark, c'est quand même intéressant d'être engagé dans ce type de démarche pour pouvoir ensuite faire évoluer son reporting au regard de ceux des autres entreprises. Au Maroc, et là je pense que c'est quelque chose d'intéressant à souligner, le reporting extra-financier, comme le disait Juliette, c'est quelque chose qui est bien sûr encore émergent. Néanmoins, c'est un sujet qui est en train de monter assez rapidement. Sous, on va dire, deux influences, celle du Conseil économique, social et environnemental du Maroc, qui a réalisé une autosaisine sur la responsabilité sociale des organisations avec un prisme sur le reporting extra-financier. Donc il y a eu des écoutes là aussi bien des entreprises publiques ou des organisations institutionnelles que des entreprises privées, à laquelle d'ailleurs nous avons participé, et qui donc vise à être présentée, je crois, vers le mois d'octobre 2016, et qui devrait avoir un prisme assez important sur le reporting extra-financier en tant que matérialisation de la création de valeur financière et surtout extra-financière par des organismes publics et privés. Donc éventuellement avec peut-être demain effectivement une loi ou une norme qui donc les entreprises, là aussi bien sûr d'une certaine taille, et les administrations publiques à s'engager dans une démarche de reporting en termes de RSE. Et puis, comme vous savez, le Maroc aussi accueille donc en fin d'année, au mois de novembre, un grand événement qui est la COP22 qui aura lieu à Marrakech. Et d'ores et déjà, dans la discussion qu'on peut avoir avec les différents acteurs de cette COP, là aussi, le poids du reporting extra-financier comme un moyen de transparence de l'information sur les réalisations des organismes publics et privés, que ce soit sur la question du changement climatique, mais aussi plus globalement de leur impact sur les enjeux sociaux et environnementaux du Maroc, sera très certainement mise en valeur. Il y a déjà des side events qui sont en préparation sur cette question, notamment sous l'égide justement de la Confédération générale des entreprises marocaines. Donc un enjeu qui est vraiment émergent et qui devrait se développer très rapidement, notamment après la fin 2016.
Caroline? nos amis de... Oui. Ah oui, excusez-moi, je vous interromps quelques secondes. J'avais oublié de vous rappeler, en fait, si vous pouvez mentionner le slide où vous êtes, enfin, la page où vous êtes, pour D'accord. les personnes qui sont par téléphone et qui suivent peut-être avec la présentation à part. Voilà, je vous remercie. D'accord. Excusez-moi. Je Voilà, vous je en vous redonne la prie. parole. Je vous en prie. Slide 17, effectivement, le reporting extra-financier au Maroc, quelques slides que nos amis des leaders de la RSE nous ont gentiment traités. Donc effectivement, vous le voyez, aujourd'hui, on est vraiment sur un reporting qui est réalisé par, là aussi, des grandes entreprises, des grandes multinationales, avec, depuis 2013 et surtout 2014, montée en puissance de la GRI G4 avec de grands groupes comme Managem, la BNPE ou l'OCP. Et une communication donc, des entreprises cotées à la bourse de Casablanca qui inclut de plus en plus soit la référence, soit la conformité avec la GRI, comme vous le voyez sur le slide 18. Et donc aujourd'hui, donc ce slide, le 19, va peut-être un petit peu évoluer dans les mois qui viennent, mais vous le voyez, donc on a quand même une montée en puissance de ces enjeux de communication RSE avec, comme vous le voyez sur l'axe droit des abscisses et des ordonnées, donc un certain nombre d'entreprises qui se positionnent déjà comme précurseurs sur ces principes de lisibilité et de conformité à la GRI G4. L'IDEC et Suez, puisque donc comme le disait effectivement Joël en introduction et Charlotte, nous sommes une filiale à 51% du groupe Suez, donc bien évidemment nous avons une démarche de concordance avec le groupe. La démarche du groupe Suez qui vous est présentée au slide 21, donc elle repose intrinsèquement sur une prise en compte des attentes des parties prenantes. L'année dernière, ils ont réalisé justement dans le cadre de la préparation de leur futur reporting intégré un questionnaire d'évaluation auprès de leurs parties prenantes sur la perception du développement durable qui leur servira également à l'élaboration de leur nouvelle durable qui se termine à fin 2016. Et donc, il y a un certain nombre de BU qui ont été sollicités pour diffuser ce questionnaire auprès de leurs parties prenantes, de façon à ce que ça soit le plus international possible. Et donc, l'IEC a été la BU qui l'a réalisé sur la zone Afrique, Moyen-Orient et Inde du groupe. La mise en place de ce reporting donc, au niveau du groupe, il repose donc sur une approche selon les principes de l'ISO 26000, donc avec notamment une forte mise en valeur des témoignages des parties prenantes dans le rapport. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez voir notamment dans le rapport sur la contribution environnementale, sociale et sociétale de l'an dernier, où les parties prenantes avaient été sollicitées pour témoigner dans ce rapport, avec une mise en conformité donc avec les principes du reporting intégré qui a vu son aboutissement cette année avec le premier rapport intégré du groupe qui vient d'être publié. Donc rapidement, ça c'est plus interne, mais c'est intéressant de voir sur le slide 22 en fait aussi l'intégration, comme le disait Juliette, de ces différents référentiels dans une seule et même approche. Donc Suez et l'IDEC sont engagés dans un certain nombre de démarches RSE à titre volontaire. Donc Suez est signataire des 10 principes pacte mondial. L'IDEC y a adhéré en octobre 2015. Nous sommes également donc labellisés label RSE de la CGEM sur la base d'une charte RSE de la CGEM qui elle-même intègre les 10 principes du pacte mondial et qui elle repose sur 9. Et puis nous participons également et du coup nous bénéficions, on va dire aussi de ce benchmark international par le fait que nous sommes régulièrement sollicités soit à titre personnel de l'IDEC, soit par le biais du groupe pour des notations extra-financières. Donc par exemple dans le cadre de la notation du groupe avec Robeco Sam, ou bien à titre personnel par Vigeo. Donc la dernière évaluation datée
de l'été en fait 2015, ce qui nous a permis d'être inclus dans le top performer RSE au Maroc pour la 3e édition consécutive. Donc en fait, voilà, ce qui est intéressant, c'est que toute cette démarche de structuration, de reporting, de notation, de labellisation, en fait, elle contribue à la structuration aussi en interne de notre démarche RSE, à une meilleure lisibilité vis-à-vis de nos parties prenantes. Donc sur le vraiment aussi des enjeux un petit peu spécifiques aussi cette année, étant donné que c'est notre donc de contribution sociale ou rapport développement durable, c'est plus court. Effectivement, les points sur lesquels on a été plus particulièrement attentifs cette année, c'est que, étant donné que c'était notre premier rapport, on a aussi le besoin d'expliquer notre démarche, le contexte, de valoriser la structuration mise en place depuis les débuts du contrat de gestion déléguée. Donc ça, c'est peut-être un exercice qu'on aura moins à faire dans les années suivantes. Donc là, il y avait vraiment un fort besoin d'expliquer qui on est, dans quel écosystème est-ce qu'on s'intègre, qui sont nos parties prenantes. Il y avait aussi un besoin, en compte tenu du contexte de la COP 22, avec donc une mise en valeur de l'aspect changement climatique, donc un enjeu prioritaire naturellement, bien sûr, positionné en haut des enjeux dont nous devrons faire référence avec nos parties prenantes. Et puis là aussi, comme le disait donc Juliette dans la réponse qu'elle donnait par rapport à l'approche intégrée, étant donné que effectivement vu le type de métier que nous sommes dans le secteur, ce qu'on dit utilities, bien évidemment le modèle d'entreprise et la création de valeur, qu'elle soit financière ou extra-financière, on va dire économique ou sociale et environnementale pour nos parties prenantes et le territoire sur lequel nous sommes actifs, est bien sûr un point extrêmement important pour nous à présenter et à expliquer dans ce premier rapport. Donc du coup, on s'est retrouvé effectivement avec 4 grands points essentiels que vous pouvez voir dans le slide 24. Donc présenter la vision de l'IDEC sur son territoire d'ancrage, donc ça correspond, je pense, plus ou moins à ce que Juliette a appelé donc les critères généraux en fait de la GRIG4, donc analyse du contexte, les enjeux et la stratégie de l'entreprise. Présenter en quoi ce réflexe RSE il est intégré à la stratégie de l'entreprise, qu'il n'est pas dissocié, mais que c'est bien une seule et même approche. Présenter des résultats crédibles. Et donc là, on retrouve ces principes de qualité de contenu et donc d'indicateurs également qui permettent justement de présenter des résultats quantifiés et également une présentation lisible et claire des résultats des actions que nous avons pu mettre en place. L'intégration des interactions avec les parties prenantes, et notamment en interne, nous on a souhaité aussi valoriser le rôle de nos collaborateurs pour montrer que effectivement c'est une démarche qui est portée par chacun au sein de l'entreprise. Et puis bien évidemment présenter les perspectives et les réflexions sur l'évolution de notre modèle d'entreprise compte tenu donc des évolutions de notre environnement, puisque justement ce lien avec les parties prenantes, c'est que bien évidemment, nous sommes aussi en train d'évoluer ensemble en fonction des enjeux qui se positionnent au fur et à mesure des années comme étant les plus prioritaires. Et donc, on va dire que ce qui nous a intéressé aussi dans la mise en place de ce premier rapport développement durable, c'était aussi d'en faire un outil de dialogue avec nos parties prenantes, donc de façon à pouvoir faire évoluer intégrer la vision des parties prenantes dans notre démarche. Et pour ça, aussi, c'est ce que je disais, du coup, en termes de support en fait de rapport, il y aura bien sûr une version papier print, mais il y aura aussi une version électronique animée interactive avec une plateforme qui est en préparation pour la fin d'année. Et également, donc c'est aussi un outil, comme vous l'avez vu, de structuration de la démarche en interne, puisque tout ce travail préparatoire dont parlait Juliette tout à l'heure, en termes d'identification de qui va travailler
travailler sur le rapport, donc de structuration des équipes. En ce qui nous concerne, on a créé des référents de développement durable avant même la structuration de ce rapport, mais qui nous permettent aussi d'avoir un lien direct avec les collaborateurs. Donc la démarche, aussi bien en termes de mobilisation des collaborateurs que de structuration de nos indicateurs, de nos processus de suivi, elle est aussi très intéressante dans le cadre de la mise en place d'une démarche de reporting, et notamment sur la base, bien sûr, de la version G4 de la GRI. Voilà à peu près ce que je voulais participer et présenter avec vous. Donc bien sûr, j'imagine que je n'ai pas tout dit, donc je reste à votre écoute pour les questions que vous pourriez avoir suite à cette présentation. D'accord, écoutez, merci beaucoup Caroline, c'était très intéressant. Alors en particulier, j'ai trouvé, en ce qui me concerne, très intéressant en fait, le fait de voir que de s'être engagé dans une démarche de reporting, il y avait aussi derrière un engagement avec les parties prenantes, enfin, l'engagement pour un dialogue avec les parties prenantes, et que du coup, c'est l'impression que j'ai, c'est que ça structurait beaucoup en fait votre démarche et votre approche RSE. Si j'ai bien compris les messages. Exactement. Voilà. En fait, le reporting pour nous, c'était pas en fait, c'était une fin en soi. C'était pas, je veux dire, faire un rapport pour faire un rapport, mais c'était utiliser entre guillemets la démarche de reporting pour davantage encore structurer notre démarche et davantage intégrer la vision et les attentes des parties prenantes dans notre démarche RSE. Effectivement. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous avons deux questions, en fait. Une première question, même trois, excusez-moi. Une première question de Placide qui demande comment est organisé le dialogue de l'IDEC avec ses parties prenantes dans le cadre de la démarche RSE au-delà du questionnaire. Donc, je vous laisse répondre. Oui. Bon, la démarche de dialogue avec les parties prenantes, comme je le disais au début, compte tenu de nos activités, compte tenu de notre ancrage, puisque bon, nous ne sommes actifs que sur le territoire entre guillemets du Grand Casablanca, même si ça représente un territoire important. Le dialogue avec les parties prenantes, en fait, il a toujours existé au sein de l'IDEC. Par exemple, on avait des programmes d'action comme le programme qu'on appelle chez nous INDH-INMA. Donc INDH, c'est l'Initiative nationale de développement humain qui a été lancée par SAMGST en 2005, si ma mémoire est bonne, et qui vise à justement déjà donner soit en fait c'est dans le cadre du projet Maroc sans bidonville, donc soit pouvoir intégrer les populations des quartiers défavorisés, soit en les laissant sur place et du coup en leur donnant accès aux services auxquels ils n'avaient pas accès dans le cadre de l'habitat informel, soit en leur proposant d'être relocalisés dans des zones d'habitat qui sont en cours de création par le ministère de l'Habitat. Donc nous, on s'inclut dans ce cadre-là. On a lancé un programme 2006, justement pour les populations qui sont maintenues sur place par décision des autorités, pour les raccorder au réseau d'accès à l'eau et à l'électricité, au assainissement électricité. Et donc dans ce cadre-là, on a une direction dédiée qui a été mise en place avec des travailleurs sociaux qui vont sur place, bien évidemment, pour aussi favoriser l'acceptabilité sociale de ce genre de projet, ce qui n'est pas évident de prime abord, comme vous pourrez l'imaginer. Et donc du coup, cette démarche de dialogue sur le terrain, en fait, elle existait déjà. Ce qui nous manquait, c'était une structuration de cette démarche de dialogue au niveau stratégique et surtout une coordination, puisque en fait, chaque direction portait le dialogue avec sa partie prenante ou ses parties prenantes prioritaires. Et donc du coup, on a souhaité créer, puisque donc nous on fonctionne en projet stratégique par rapport à nos différents enjeux. Donc dans le cadre de l'enjeu RSE, on a créé un projet stratégique sur le dialogue responsable avec les parties prenantes qui a été
qui a été monté en début d'année 2015, et donc sur la base duquel la première étape, c'est justement cette matrice de matérialité, cette cartographie des parties prenantes, et ce qui va nous permettre ensuite de mettre en place des outils de suivi de notre démarche de parties prenantes qui seront consolidés au niveau de la direction communication et développement durable. Par exemple, le groupe Suez a déjà un outil en ce sens, donc qui permet de cartographier sur la base des enjeux qui ont été identifiés comme prioritaires, les relations et les interactions que l'on a avec parties prenantes, et d'orienter en fait des plans d'action en fonction des points qui paraissent plus ou moins pertinents nécessaires pour cette démarche. Donc en fait, c'est une démarche qui est en deux étapes. Tout d'abord, identifier, bien connaître son environnement, bien connaître les enjeux qui nécessitent un dialogue sur lesquels il y a des attentes, identifier ces attentes et définir ensuite les plans d'action qui sont portés par les directions, bien sûr, par les interlocuteurs, traditionnels, entre guillemets, de ces parties prenantes en interne, mais qui permettent aussi d'avoir une uniformité de tâches dans ce qui est donné à ces parties prenantes, parce que bien évidemment, si chacun traite sa partie prenante sans qu'il y ait une vision ou une vision globale qui soit donnée à chacun, effectivement, ça peut aussi limiter la crédibilité et la lisibilité vis-à-vis de ces parties prenantes. Ok, tout à fait, donc merci. Et après, donc, on va prendre les deux dernières questions et après on donnera la parole à Fatima pour la conclusion. Donc il y a une question qui est assez simple, qui est combien y a-t-il d'employés chez l'IDEC pour avoir une meilleure idée de la taille de l'entreprise. Et donc je pose direct l'autre question. Donc une question de Madagascar qui se demande quels outils vous utilisez pour effectuer le suivi du plan d'action de développement durable. Et aussi donc Placide et soit Burkina Faso, soit Togo, je ne suis pas sûre, parce qu'on avait deux Placides inscrits. Voilà, donc je vous redonne la parole pour la question de Lorraine et de Chumnel, et puis après et de monsieur ou madame Chumnel, pardon, et après on donnera la parole, Fatima pourra prendre la parole directement pour la conclusion. Je vous remercie, je vous redonne la parole. Très bien. Donc l'IDEC, on est près de 3600 collaborateurs sur un territoire qui va de l'amont, on va dire, de Casablanca jusqu'à, pour ceux qui connaissent un petit peu le Maroc, jusqu'à Mansouria, donc après Mohamedia, avant Rabat. Donc c'est un territoire de plus de 4 millions d'habitants sur lequel nous sommes actifs. Pour les outils, en fait, donc nous sommes dans une démarche de processus qualité, puisque nous sommes certifiés ISO 9001, OHSAS 18001. Nous sommes dans cette démarche d'ISO 26000. Donc on fonctionne par processus. Donc sur la partie développement durable ou RSE, on a un processus dédié qui identifie la gouvernance de la RSE en interne, qui identifie également les objectifs et les modes d'organisation de cette fonction à développement durable en interne. Et surtout, donc, on a, au regard de ce processus quali, on va dire, ce qu'on appelle chez nous un carnet de santé RSE. Donc, c'est-à-dire, c'est tous les indicateurs qui nous paraissent pertinents, qu'ils soient quanti ou quali, au regard donc des 4 engagements et des 20 objectifs de notre plan d'action développement durable. Ces indicateurs, on les a sélectionnés aussi, comme le disait Juliette tout à l'heure, dans un souci, on va dire, d'éviter les millefeuilles, on va dire, d'indicateurs de suivi en interne. Donc autant que faire se peut, on a essayé de choisir des indicateurs qui étaient déjà suivis par d'autres processus, notamment les processus métiers, et qu'on a pu compléter sur certains items, par exemple les émissions de gaz à effet de serre qui n'étaient pas inclus sur un autre processus métier. Donc on a complété par les indicateurs qui correspondaient à des enjeux qui n'étaient pas adressés par d'autres processus. Donc aujourd'hui, on a environ 40 indicateurs en interne
qui nous permettent de suivre l'avancement du plan d'action. Ces indicateurs, en fait, font l'objet, on va dire, d'animation aussi en interne. Donc ça, je pense que c'est un point aussi très très important. C'est ce qu'on disait, la structuration de la démarche en interne, c'est aussi engager l'ensemble des collaborateurs. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a défini des référents développement durable dans chacune des directions de l'IDEC, qui, moi, sont mes points d'entrée aussi et de diffusion de la stratégie développement durable avec des réunions. On organise par exemple là, des petits déjeuners sur le changement climatique avec l'ensemble des directions, donc avec ces référents qui nous permettent donc de solliciter des collaborateurs en interne de façon à leur présenter qu'est-ce que la COP22, quelles sont les implications pour nos métiers et qu'est-ce que peut faire l'IDEC sur ces enjeux. Donc je pense qu'il y a des outils, je vais dire, techniques. Et après, il y a beaucoup d'animation et de mobilisation en interne pour faire vivre ce plan d'action et que ça ne reste pas uniquement un document sur le papier. D'accord, très bien. Je merci beaucoup, un immense merci donc, pour avoir partagé toute cette démarche avec nous. Comme on a dépassé 2 minutes, je vais passer la parole directement à Fatima pour qu'elle conclue le webinaire. Et voilà, puis après, donc on fermera la salle virtuelle entre guillemets. Donc encore merci Caroline et Fatima, donc c'est à toi pour la conclusion. Merci. Ok, ben, je ne vais pas être longue, merci Caroline. En fait, je pense que ce qu'on peut retenir des deux présentations, c'est l'importance de la matérialité, de la pertinence de l'information et l'importance de l'inclusion des parties prenantes lorsqu'on fait des rapports de développement durable. Ce sont des points essentiels et voilà, je pense, enfin, c'est ce que je retiens globalement. Je vais pas revenir sur les présentations. Donc, voilà. Pas grand-chose à dire. D'accord, écoutez, merci. Mais de toute façon, c'était très dense. Hein. On a vu quasiment 60 slides. Donc, on ne s'est pas ennuyé. Donc, merci beaucoup à tous pour votre présence. Quelqu'un voulait ajouter quelque chose, Caroline ou Juliette? Non, moi je voulais juste vous remercier pour cette invitation. Merci à Caroline aussi pour cette présentation. Et merci à tous les participants d'être restés pendant 1h30 sur ce webinaire. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter personnellement si vous avez d'autres questions relatives au GRI ou de contacter aussi, nous avons un community leader qui est au Maroc, que vous pouvez contacter pour toute autre question aussi au regard du GRI. Ah, d'accord, merci beaucoup Juliette. Et